Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur N1, votre podcast 100% NBA et WNBA des équipes de The Playoff. En cette période de post-season, on revient sur les matchs de playoff et aujourd'hui, on va se pencher sur la prise de pouvoir de la nouvelle génération. Comme toujours, je suis en compagnie de mon fan d'Enix qui est en finale de conférence. Et oui, mesdames et messieurs, comment tu vas, mon Yaya? Ça va. On bouge pas, on attend. On bouge pas, tout est aligné, on fait surtout aucun mouvement, rien, on attend. Putain, Yaya qui bouge pas et qui dit rien, c'est assez rare pour être souligné. Ah, Comme mais chaque semaine. t'inquiète pas, je vais quand même me moquer des Bucks. Ah bah ça, je compte bien sur toi là-dessus. Comme chaque semaine, on a notre pivot fan des Lakers pour composer donc notre équipe. C'est Elian, comment tu vas? Bah, moi, ça va très bien et j'ai très envie de voir Yaya s'enflammer. Et alors, moi, il y a juste une chose, c'est pivot et Lakers dans la même phrase. On savait Ouais, même pas justement, que ça Il y a existait. peut-être ils un en contrat auraient à bien aller besoin. chercher. Il y a peut-être un contrat à aller chercher. Pelinka, il va t'appeler là, fais gaffe. C'est ça. Yaya, tu interviens aussi sur le podcast NFL Tailgate. Exactement. Pour les fans de Foot US, vous avez également le podcast D1 Elite une fois par semaine. On a l'ELF qui a repris donc avec le premier match qui a eu lieu ce week-end. Donc malheureusement, on a eu une défaite de nos Musketeers face au Rainfire, Yaya, c'était ça? C'est ça, de perte de 2 points. On va bientôt les avoir, le Rainfire, double champion en titre. Vraiment. Ils nous énervent. Et le pire, c'est que leurs supporters, ils sont hyper cool, hyper sympas. Donc, un big up à la Red Company d'ailleurs, qui sont les meilleurs fans d'Europe. Salut Alexis, salut Greg. Pour les fans de MLB, vous avez aussi First Pitch. Et pour finir chaque week-end de Grand Prix, vous avez votre rendez-vous F1 avec Warm Up. Et d'ailleurs, ce week-end, pour le Grand Prix de Monaco, vous allez avoir un épisode justement. Nous, on attaque donc sur cette prise de pouvoir des jeunes. Et on va commencer d'abord par le déclin donc, de l'ancienne génération. Donc on a Stephen Curry, LeBron James, Jimmy Butler, Draymond Green, Kawhi Leonard, James Harden, bref, la liste des futurs Hall of Famer ou en tout cas des multiples All-Stars sortis tôt dans ces playoffs, elle est très longue. Déjà l'année dernière, seul Kyrie Irving était encore présent lors des finales de conf avec les Mavs. Ma question, Yaya, elle est simple. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à la fin du règne de cette génération? C'est le déclin naturel, j'ai envie de te dire. Alors, tu en as cité un, il était à la fin de 5 générations déjà, hein, vu qu'il est vieux. Il a vu passer peut-être même certains que vous n'étiez même pas nés, quoi. Donc LeBron. Mais à côté de ça, oui, c'est un peu dans l'ordre des choses. Bon, faut aussi voir une chose, c'était des franchise players et ils déclinent un petit peu. Et puis surtout, vu qu'ils ont des gros contrats, on a de plus en plus de mal à bien les entourer. J'ai envie de dire, c'est un peu structurel. Donc, c'est les choses qui arrivent. Il y en a, notamment le joueur préféré d'Elian, qui préfère l'argent à une équipe compétitive. Le deuxième joueur préféré. Ah, d'accord, le deuxième joueur préféré, pardon. C'est pas ce que tu dis en off, mais bon, voilà. Donc, après, ça reste toujours des joueurs de grande valeur qui ont des éclats, mais sur des runs de playoffs, c'est plus compliqué si on les entoure pas. Ouais, Elian, tu rejoins ce point de vue-là? Complètement. J'allais en parler justement des contrats. Je trouve ce qui devient difficile avec ces joueurs-là, c'est que en fait, ils sont tellement forts qu'ils arrivent toujours à sortir des lignes statistiques impressionnantes, même en saison régulière. Malheureusement, ça passe plus forcément de cap en play-off. Et du coup, ce qui devient compliqué, c'est de rétrécir leur contrat, enfin d'amoindrir leur contrat et de trouver des contrats avec une juste valeur. Ça devient de plus en plus compliqué parce que c'est sûr qu'ils ont des arguments pour gagner beaucoup d'argent. Ils en ont gagné beaucoup toute leur carrière. Donc ça devient vraiment un juste milieu à trouver entre équipe compétitive et cap salarial. Ouais, c'est clair que cette question contractuelle, elle est au cœur de plein de débats, notamment comme l'a dit Yaya avec le LeBron James en rigolant un petit peu, mais dans le fond, c'est complètement vrai. LeBron James, il a plus de 40 ans. C'est sûr que là, au vu de son contrat qui est presque un contrat max, c'est compliqué de l'entourer. Mais donc toi, Yaya, tu trouves que cette fin de règne, elle vient plus du fait que, à cause de ces gros contrats-là, ils sont mal entourés et du coup, ils peuvent moins produire, ou c'est plutôt que, comme ils vieillissent, il y a aussi une part de déclin de ce niveau-là?
La vérité un peu entre les deux, j'ai envie de te dire, parce que, effectivement, il y a un déclin, c'est plus, et puis il y a un changement de jeu, clairement, on a vu depuis 2015 un changement de jeu, un changement également depuis post-Covid, où ça change un petit peu. On va en parler, mais la Ligue est en train était rebasculée vers les pivots dominants. On regarde les derniers MVP. Et là, on a une tendance à à revenir à un point d'équilibre plutôt vers l'autre côté. Donc, il faut les rééquilibrer. Ils n'ont plus les mêmes mobilités. Il y a eu les blessures pour certains. Tu vois, quand on voit ce que fait Kevin Durant maintenant, alors qu'il a été une rupture du tendon d'Achille, Ouais, complètement. ils sont quasiment tous passés par les ligaments croisés ou presque. Tu vois, tu perds de la mobilité. On s'en rend pas compte à l'œil nu, mais c'est des staccanovistes, quoi. Donc, ils ont besoin d'être entourés. Au bout d'un moment, il faut accepter de plus être la première option. Donc, tu vois, c'est ce genre de choses qui est Après, il faut faire un choix. Est-ce que tu vas choisir l'argent ou les titres? Bah, il y en a quelques-uns ici que tu as cités qui ont eu des titres. Bah, maintenant, ils choisissent l'argent. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que sur ce déclin-là, j'entends vos arguments et tout, mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est presque encore un peu tôt pour parler de réel déclin, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on les voit donc se faire éliminer beaucoup plus rapidement qu'avant, etc. Mais je trouve qu'en fait, bah, déjà sur la saison régulière, il y en a qui ont quand même des niveaux impressionnants. LeBron James, on en a parlé, mais franchement, avec les Lakers, il fait une saison vraiment impressionnante aussi. Et alors que le mec, il a plus de 40 ans, quoi. Pareil pour Kevin Durant, sa saison, enfin en fait la saison des Suns est catastrophique. Mais en fait, j'ai l'impression que dans ce marasme, bah, finalement, c'était presque le joueur qui s'en sortait le mieux. Même Kyrie Irving, l'année dernière, il a porté avec Luka Doncic les Mavs en finale NBA. Cette année, quand il y a eu le départ de Luka, bah, il a continué de porter cette équipe. Bon, alors après, il s'est gravement blessé aussi. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'en fait, ils ont tellement de talent intrinsèque, de travail sur toutes ces années et en plus d'expérience maintenant, que en fait, bah, malgré leur âge, j'ai l'impression qu'ils continuent de performer Lyon. Oui, bah, mais après, comme tu l'as dit, je trouve que, en fait, performer en saison régulière, je pense qu'ils le feront jusqu'à leur retraite. En fait, de toute façon, ils accepteront pas forcément le déclin total. Ils s'arrêteront avant, je pense, la plupart de ces grands joueurs. Aller en playoff maintenant et gagner des tours de playoff, c'est tout autre chose. Je veux dire, la dimension physique, ils l'ont dit, enfin, jouer tous les 2 jours à ce niveau-là, c'est plus la même chose quand on a 40 ans, 37 ans, 36 ans, que quand on a 24, 25 ans, même 29 ans. Donc, je pense qu'il y a vraiment le côté physique aussi en playoff qui vient prendre le dessus sur le côté joueur exceptionnel qu'ils sont. Et puis, il y a un truc aussi, c'est que les joueurs sont de plus en plus costauds, donc les coups sont de plus en plus appuyés, font de plus en plus mal. Tu vois, avant, tu avais toujours un bedonnant, un peu comme toi, Raph, dans l'équipe, tu vois, mais là, maintenant, ça casse de partout, quoi. Enfin, c'est-à-dire que, tu vois, il n'y a pas un mec qui est pas, qui, est, qui a 10% de masse graisseuse, tu vois, ils sont en dessous, quoi. Donc, moi, je pense qu'il y a cet aspect où, en playoff, les coups sont beaucoup plus portés. Donc, du coup, tu vois, et ça fait plus mal. Donc, ça use au bout d'un moment. Et même si après un match, tu ne le ressens pas tout de suite, mais en termes de récupération, c'est plus compliqué. Après, il y a aussi l'aspect, c'est que la préparation physique a beaucoup changé et on récupère beaucoup mieux. Ce qui explique certaines carrières qui s'étendent. Ouais, c'est clair. Mais d'ailleurs, on en parlait dans un précédent podcast, hein, mais sur le fait que les joueurs étaient un petit peu poussés à leur maximum d'un point de vue physique. Et donc, c'est vrai que ça leur permet d'un côté de pouvoir durer plus longtemps, mais aussi d'avoir plus de blessures, j'ai l'impression, ces dernières années. Mais si vous deviez un petit peu vous projeter sur l'avenir, encore combien d'années ils seront compétitifs? Qu'est-ce que tu appelles compétitif? Parce qu'en fait, compétitif en saison régulière, j'ai envie de dire, ok. Faire passer des tours en playoff en étant une première option, c'est de plus en plus dur, quoi.
Ouais. Tu penses que ça, c'est déjà, on a déjà mis une croix dessus? C'est un peu ce qui s'est passé cette année. L'année dernière, c'était ça. Kyrie, c'était pas la première option, hein, c'était Luka. Hein. Ah oui, oui, c'est clair. Donc, C'est clair, mais tu vois, sur un Kawhi Harden, l'année dernière, bon, il s'était blessé, etc. Mais ouais, mais ils sont là, toujours cette blessés. année, Ils sont toujours ouais. blessés quand ça va pas, Mm. quand il faut. Voilà, cette année, ils étaient en forme, mais c'est vrai qu'ils sont tombés face à Jokic, Gordon, etc. Et puis c'est vrai que bah, même Stephen Curry, au final, cette année, il s'est blessé au mauvais moment. Mais donc, Stephen Curry, face aux Timberwolves, Stephen Curry, c'est encore autre chose, tu vois, parce que lui, sa qualité première, c'est le shoot et la vitesse. Alors effectivement, là, il avait plus la vitesse, donc, il était blessé, donc il pouvait plus courir. Donc c'est un peu compliqué. Mais après, si tu veux, sur le premier tour, il fait masterclass encore. Hein. ah, Ouais. c'est clair, c'est clair. Et, Mais- et lui, excuse-moi, Ouais, Léon, mais son jeu fait que c'est plus simple. Enfin, si tu veux, tu lui décharges de monter la balle, tu lui mets un meneur à côté, tu le décales, même si c'est un meneur pur, il peut toujours sur certaines séquences mettre un shoot. C'est un shooter, Ah bah, shoot. c'est clair. C'est clair qu'il a moins d'impact physique qu'un LeBron James, par exemple, qui toute sa carrière a fait pas mal de tout droit, d'aller au panier, au contact des grands, etc. Après, faut savoir que Stephen Curry, il prend aussi, on n'a pas l'impression, mais il prend énormément de coups durant les matchs, même si c'est pas quelqu'un qui va forcément au panier. Déjà, il se mange un nombre de défenseurs sur lui différents qui sont prêts à tout pour l'arrêter. Donc, il faut savoir que c'est hyper compliqué quand même pour lui physiquement de tenir. Et autre chose, je pense qu'en plus, ce changement de génération, déjà, c'est la suite logique des choses. Et puis, quand on voit là les chiffres, j'écrivais sur ça ce matin, l'audience NBA de télévision a complètement augmenté sur ces playoffs. Quand on voit par exemple le Game 7 entre Denver et OKC, en plus à une heure possible pour les Européens, plus facile à regarder, Et, les chiffres, et pas des gros marchés en plus. et pas des gros marchés, mais oui, mais les chiffres sont énormes. Et pourtant, on va dire, oui, voilà, bien sûr, c'est le duel des MVP, etc. Mais c'est plus LeBron James, c'est plus Kevin Durant, c'est d'autres joueurs. Et en fait, je pense que ça fait aussi du bien à la NBA. En fait, c'est rafraîchissant aussi d'avoir d'autres joueurs au top des conférences. Ouais, justement, c'est intéressant que tu parles de ça, puisque ma question suivante, c'était est-ce que avec leur fin de carrière qui se rapproche de plus en plus, bah, est-ce que pour vous, il va y avoir un énorme impact sur la ligue, ou est-ce que bah, il y a des futures stars ou même des stars qui sont déjà présentes mais qui sont encore jeunes, qui vont prendre le relais? Yaya, t'en penses quoi, toi? Ah oui, bien sûr, mais c'est l'histoire de la ligue. C'est-à-dire que quand tu es en haut, les autres en dessous cherchent à te faire tomber. Le meilleur exemple, c'est Anthony Edwards qui veut dégommer tout le monde. Ah bah là, c'est Lui, c'est à le son bulldozer. paroxysme. Lui, ah, attends, papy, hop, déambulateur. Et hop, là-bas, sur le côté. Allez. On en parlera après justement d'Edwards, mais Mais ouais, il essaie de mettre à la retraite tout le monde à l'ouest, quoi, tu vois. Non, après, c'est dans l'ordre des choses, tu vois, on a toujours vu ça. Il y avait Bird et Magic, Michael Jordan les a sortis, tu vois. Ils étaient, avec la Dream Team, il leur a dit, bon, les gars, there is a new sheriff in town. Voilà, tu vois. ouais. Hop, lui, il est parti à la retraite. Tu vois, c'était Shaq qui a pris le relais. Shaq s'est fait botter les fesses par Tim Duncan. Voilà, LeBron a été se cacher derrière Dwayne Wade. Et puis voilà. Donc, Ce qu'on entend. Unpopular opinion, là. oui, mais pourtant, c'était l'équipe de Dwayne Wade. Oui, tu retournes dans tous les sens. Voilà. Mais voilà, après, si tu veux, c'est l'histoire de la ligue. Après, tu vois, il y a eu le duel pour le titre de MVP Harden-Westbrook, tu vois. Et maintenant, c'est Giannis, Jokic, il y a eu Embiid, l'épisode Embiid. Ouais. Et voilà, maintenant, c'est Shea qui arrive. Ça a toujours été comme ça, en fait. Tu vois. Et ça continuera, et c'est pour ça qu'on suit la NBA, parce que c'est des joueurs extraordinaires, et puis ça feuilletonne, il y a toujours des histoires à raconter, des duels, des choses comme ça, donc ça a toujours existé, ça existera toujours. Ouais, c'est clair. Ma question, elle était plus sur
tu vois, le fait que LeBron James, qu'on soit d'accord ou non, il est dans le débat du GOAT, ou en tout cas, il est potentiellement le deuxième meilleur joueur d'histoire selon certains. On a un Stephen Curry qui est le meilleur shooter de tous les temps, qui est lui aussi potentiellement dans le top 10 all-time ou top 15. On a Kevin Durant qui est selon beaucoup le meilleur scoreur, le meilleur attaquant de l'histoire. Non, mais Et ça, donc en fait, on le le fait sent. qu'il y ait autant d'aussi grands joueurs qui partent en même temps, Mais c'était donc... c'est l'histoire de la ligue qui veut ça. Et puis après, les classements, je suis désolé, on ne pourra les faire que quand ils auront pris leur retraite. Ah oui, non, mais ça c'est Là sûr, mais c'est pour un peu aujourd'hui, situer tu le... vois, là aujourd'hui, dire ah, c'est le meilleur, non, c'est pas le meilleur parce que il a pas, c'est meilleur, moins meilleur, machin. Il n'a pas fini sa carrière, on ne sait pas. Imagine Curry, il se retrouve complètement par hasard dans une équipe qui va gagner 2 autres titres et il fait une dinguerie en finale, il est re-MVP des finales. Bah, il remonte. Tu vois, pareil pour Kevin Durant. Donc, arrêtons avec ces débats sur les joueurs actifs face aux retraités et après on verra. Mais pour revenir à ta question, tout le monde qui part, c'est l'histoire de la ligue. Ça a toujours été comme ça. Je pense que aussi chaque génération avait ses talents et au moment de regarder ses talents était en mode ah bah il y aura jamais meilleur que ce joueur, il y aura jamais meilleur que ce shooter. Je veux dire pendant un moment Ray Allen, personne pensait pouvoir trouver un meilleur shooter à 3 points que lui et pourtant ça arrivait derrière. À part Yaya bien sûr sûrement en match à 45 degrés ou à 0 mais 45, à 45 mais sur la zone, hop, fin de deux passes et hop. Ouais, Et c'est après, bon. airball, voilà, magnifique. mais Du voilà grand mais Yaya. Petit, s'il te plaît. Déjà, tu feras 2 dribbles et le troisième, tu te dribleras pas sur le pied et après, tu viendras parler. OK? Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est l'histoire de la ligue et que la NBA est aussi très forte en storytelling. On le voit avec tout ce qui se passe. Ils arrivent à faire monter des stars, à donner envie aux gens de continuer de regarder. Et ce qui est très bien avec la ligue, qui est une ligue fermée, et ça c'est un avantage, c'est qu'ils arrivent à se remettre en question. On va dire, dès qu'il y a quelque chose qui marche pas, on va essayer de trouver les solutions pour que ça fonctionne, pour refaire revenir les gens. Et je trouve ça très fort et je trouve ça très bien et c'est pour ça qu'on suit la ligue puisqu'en fait qu'on suit la NBA puisqu'en fait c'est une longue histoire. Ouais, c'est clair, c'est clair. Yaya, tu pointais quelque chose d'intéressant. Si jamais Stephen Curry, par exemple, intégrait une équipe et qu'il gagnait encore un ou deux titres avant sa retraite, tu disais que ça changerait forcément énormément de choses pour lui, pour son CV, etc. Justement, je vais vous proposer de vous projeter un petit peu et selon vous, quel joueur parmi donc cette génération-là va gagner un titre avant de prendre sa retraite? Yaya, tu commences. J'attends que tu proposes des joueurs. Ah non, mais Ah par non, rapport ah oui, quel joueur pour en de gagner cette un autre? génération-là. Genre LeBron, Curry, Alors, Butler, Kawhi, alors Harden, Kyrie. LeBron, le problème, c'est que s'il reste aux Lakers, les Lakers, ils sont capables de faire des dingueries et de récupérer des joueurs. Donc lui, il peut gagner effectivement. KD, ça va où il va atterrir. Et J'en parle potentiellement à San Antonio. Si jamais avec Wemby, etc., ça pourrait. ouais, alors juste une chose, tu vois, ça voudrait dire que Chris Paul gagne un titre. Et franchement, je serais Après, pas. c'est pas sûr qu'il le re-signe non plus. Ouais, il fait peut-être partie On des verra, mais départs. ouais. Non, non, mais tu vois, ouais, moi, tu vois, LeBron, parce qu'il faut jamais parier contre LeBron. Ouais. Ouais, KD, parce que tu l'as dit, c'est un attaquant tellement létal que partout où il va, ça peut changer une physionomie. Bien coaché. Oui. Voilà. Et Mais c'est vrai que. c'est un tel amoureux du jeu. Ah Il aime bah oui. tellement le jeu. Ouais, c'est clair. Et puis, comme tu le disais aussi pour Curry, mais c'est aussi vrai pour KD, je trouve, il a pas un jeu très. Comment dire? Énergivore. Exactement. Et surtout, il est moins dans le combat. On voit qu'il essaye un petit peu Curry, de. c'est hyper Non, énergivore, t'as vu. Non, oui, mais je KD, veux dire dans le combat physique. Il est rarement au duel à se. Tu vois, aller au panier, etc. KD il le fait de moins en moins. Déjà qu'il le faisait pas énormément pendant sa carrière, mais là, avec le temps, j'ai l'impression qu'il essaye plus de pull-up, etc. Et donc, c'est vrai que potentiellement, il pourrait jouer encore quelques années, quoi. Et Lyon, toi, c'est quoi tes. Ouais, une ou deux petites takes comme ça?
Bah, moi, en fait, je pense que ça dépend beaucoup. Bah, comme l'a dit Yaya, c'est aussi les franchises, en fait. Parce que les grosses franchises comme les Lakers ou Golden State, ils vont tout faire pour regagner des titres. C'est des très gros marchés, donc ils ont une capacité aussi d'attraction tous les étés qui est énorme. Donc, en fait, ça, c'est sûr que ça aide pour pouvoir gagner des titres. Après, je pense que tous les joueurs qu'on a cités, ils sont capables encore d'avoir un bon niveau quelques années en saison régulière. Après, comme on le dit, ça va dépendre vraiment de l'entourage, en fait. Je suis curieux de voir Kyrie, par exemple, on n'en a pas reparlé, mais avec Dallas, je suis curieux de voir ce que ça va donner. On ne sait jamais. Dallas, c'est une grosse franchise de la NBA à ne pas sous-estimer, moi, je trouve. C'est Et sûr. En plus, là, ils viennent de récupérer Cooper Flag. ouais, Donc, si donc c'est vraiment le talent qu'on annonce, potentiellement, dans 1 ou 2 ans, Kyrie ne devrait pas être cramé. non, Ça pourrait peut-être cliquer, quoi. c'est pour ça que moi, j'attends de voir aussi pour Kyrie. Et c'est pour ça aussi que je répète, ça dépend beaucoup de la franchise. Et par contre, sur KD, moi, vous le savez, ça, pour moi, ça n'a jamais été un leader. Donc, ça dépend vraiment d'où il tombe. C'est peut-être un leader sur le terrain, un leader basket, mais c'est pas un leader de vestiaire. Oui, c'est un leader Quand il technique. gagne à Golden State, c'est encore l'équipe de Stephen Curry pour moi. Il a beau être le MVP des finales, c'est l'équipe de Stephen Curry et ça changera pas. Ouais, mais les daggers, Et c'est lui qui les mettait. Hein. non, mais basketballement parlant, Ah c'est le oui. meilleur joueur sur le terrain, il n'y a pas de souci. Mais le leader de cette équipe, on dit que c'est l'équipe de Stephen Curry, c'est pas l'équipe Oui. de Kevin Durant. Oui, mais pourquoi? Enfin, si tu veux, on lui est beaucoup tombé dessus sur le fait d'aller à Golden State. Ouais. Mais tu vois, il y va, c'est parce que c'est un amoureux du jeu et que c'est le jeu qui Ouais, qui ça le le fait fait aller là-bas. kiffer. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Après, il y a l'embrouille avec Draymond Green. Mm. Et tout le monde s'embrouille avec Draymond Green. Ouais. Tu vois. Le seul, c'est Steph Curry parce qu'il lui doit tout, quoi, tu vois. Mm. Parce que sinon, il part de la franchise, quoi, direct. Mm. Mais tu vois, je suis assez d'accord avec toi, mais c'est effectivement, c'est dans son caractère. Ouais, c'est ça. C'est Puis même, il y avait eu l'embrouille avec Westbrook aussi au Thunder. Bon, alors, c'était un contexte un peu particulier, Ah mais bah ça, on en parlera quand il y aura Chris. c'est sûr. Messieurs, je voudrais que maintenant, on se projette sur cette nouvelle génération. Actuellement, en finale de conférence, bah, comme on l'a dit précédemment, on n'a plus aucun de ces joueurs de cette génération-là, on va dire, qui sont encore présents. Ils se sont tous fait éliminer. Anthony Edwards, il est responsable de pas mal de ces éliminations quand même. Mais justement, donc, en finale de conférence, on a Shai Gilgeous-Alexander, qui devrait d'ailleurs être élu MVP ce soir. La NBA rendra ses votes ce soir, donc on saura si c'est bel et bien lui ou Ce pas. soir, quand on enregistre. Exactement. Ouais. Donc Ensuite, vous le saurez peut-être quand le podcast sortira. exactement. Ensuite, donc, on a Anthony Edwards donc pour les Timberwolves. On a Jalen Brunson, qui est le plus vieux des 4, mais qui a quand même encore 28 ans, donc il n'est pas trop vieux non plus. Et on a Tyrese Haliburton, donc. Est-ce que vous pensez que donc ils ont déjà pris l'ascendant sur l'ancienne génération? Bah, déjà, je trouve que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouve ça vraiment cool de voir des nouveaux visages. C'est aussi des nouvelles équipes, donc des nouvelles formations qui sont construites, qui se sont construits à la base pour battre justement cette ancienne génération. Donc c'est ça qui est super aussi. Aujourd'hui, voir un joueur moi comme Jalen Brunson être le boss de New York, c'est un pur plaisir. Le mec est complètement atypique par rapport à la NBA actuelle. Je veux dire, il est trop petit en vrai, Jalen Brunson pour être en NBA. Je pense, il dépasse pas le 1m90. Donc c'est assez incroyable de le voir joueur le plus clutch de l'année et voir les 4e cartons qu'il est capable de faire. Et si on parle d'autres joueurs, Anthony Edwards, je trouve que lui, c'est vraiment même s'il ne le veut pas, c'est l'image de la ligue, c'est le futur de la ligue. Le mec dit ce qu'il pense, il a un super caractère, je trouve, en interview, qui est hyper sympa à regarder et à suivre. Pour le coup, c'est vraiment un joueur qui peut devenir clivant par la suite et qui peut faire kiffer pas mal de fans. Ouais, c'est clair. Bah, justement, à l'heure où on enregistre, donc le Thunder vient de battre les Wolves. Et justement, tu le disais, Anthony Edwards, en conférence de presse, il a fait, comment dire, une photo. Enfin, on a pris une photo de lui où il baissait la tête avec les yeux un peu levés, qui reprenait totalement la photo de LeBron en 2012, il me semble.
Mais donc c'est sûr qu'il aime ces Ouais, bien références-là. sûr. Comme Yaya le disait en début de podcast, il aime se mesurer, se confronter à ces légendes. L'année dernière, on l'avait vu face à Kevin Durant, qui est son joueur préféré. Et ben, il était vraiment en feu total. Il faisait que du trash talk à la bouche. Il faisait que de l'embêter, de taquiner. Et Kevin Durant, bah, comment dire, il l'a bien pris parce qu'il voyait que c'était le jeu. Il a Mais donc c'est doublé vrai que même. Il a ouais, doublé. bah oui, c'est ça. Parce que moi, je trouve ce que j'aime bien avec Anthony Edwards, c'est que oui, il trash talk, mais ça reste quand même bon enfant. Et c'est une personnalité, je trouve, qui reste attachante. On n'est pas sur le terrain, on sait pas ce qui se dit non Oui. plus, tu vois. Non, mais je veux dire, vu comment ses adversaires le prennent, Je vois ce ça que a pas tu veux l'air dire. d'être non plus. C'est compétitif, mais c'est pas dans un mauvais sens en fait du terme. Oui, c'est C'est ça. sur le terrain, on se déteste. Après, on verra, mais en tout cas, je ferai tout pour te battre. Mais moi, je trouve ça bien. C'est bien C'est la, qu'il y ait cet esprit en NBA de compétition. c'est la base. Bah ouais, c'est la Mm. base. Je suis C'est la d'accord. base, tu vois. Le meilleur compliment que tu peux faire à ton meilleur pote, c'est de tout donner, c'est de le trash talk Carrément. Ah bah c'est ça. Mm. Après, une fois que c'est fini, tu vois. Mm. Tu peux même tu vois, te mettre des coups et machin. Bien sûr, Mais ça fait partie du jeu, tu vois. bien Bah sûr. oui, même d'ailleurs à Team USA, après aux Jeux Olympiques, Edwards et Durant, ils étaient très proches. Donc ça se voit que c'était pas personnel, quoi, au Ah contraire. bah, bien sûr. I Juste took it personally. Vraiment. Ouais, sur Shai et sur Haliburton, on en a un petit peu moins parlé. Mais vous voyez vraiment ces joueurs-là prendre bah, les têtes de la NBA. Ben, Yaya, je pense que sur Shai, on est d'accord, et sur Haliburton aussi, mais je te laisse. Alors, il a pris la ligue, hein, ça fait 2 ans, et même un petit peu avant, tu vois. On disait, waouh, et puis c'est une grosse montée en puissance, au point l'année dernière d'être dans la discussion MVP. Vraiment fort, et cette année, ça va l'être, parce que tu vois, c'est le narratif, hein, tu vois, Ouais, Oui, ouais. même si Jokic peut être mis en avant, mais si tu veux, j'ai envie de dire, c'est lui qui a pris la ligue avec un style. Il donne un style nouveau à la ligue. Et tu vois, il y a quelque chose, on en parlait en off, mais on sent que le centre de gravité de la ligue est en train de repencher vers les lignes arrières. On a eu, tu vois, depuis Yanis, Jokic et Embiid qui ont été les 3 MVP. Alors, ils en ont eu plusieurs chacun, mais ça penchait plutôt vers poste 4-5. Là, ça repenche vers 1-2, tu vois. Ouais, en fait, c'est Donc, les intérieurs et maintenant, c'est plus les extérieurs, quoi. oui, parce que c'est aussi un jeu de la ligue avec beaucoup plus de vitesse. Où alors ok, les intérieurs sont devenus dominants, mais maintenant pour contrer ça, on remet beaucoup plus de défense et, Mm. et plus de vitesse. D'ailleurs, c'est pas des plus mauvaises défenses. Aujourd'hui, s'il y a plus de points, c'est parce que les attaques durent moins longtemps. Il y a plus de possession. Et c'est quelque chose qu'il faut expliquer à nos auditeurs, parce que le nombre de points réels ne veut rien dire. C'est le nombre de points par 100 possessions. Là, on va vraiment parler des choses. Parce que si tu augmentes le nombre de possessions, forcément, tu vas augmenter le nombre de points. Et j'entends encore, tu vois, moi, dans des championnats, ils ne savent pas défendre, ils ont pris 100 points. Blaireau, ils savent très bien défendre, mais comme ils attaquent en 5 secondes, ils vont plus défendre et ils vont plus prendre de points. Donc, si tu veux, je l'entends sur les bords de terrain, tu vois, donc je préfère le dire ici, tu vois. Ouais, non, mais c'est clair. Aujourd'hui, en fait, excuse-moi, et Ouais, non, pas de aujourd'hui, avec souci. le fait que, tu vois, on mette en avant des joueurs sur les postes arrière, voire sur poste 1-2, voire 1, mais ça montre que le rythme, c'est ce qui est voulu par la NBA, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vachement mis en avant. A contrario, en playoff, ça baisse un petit peu, mais il y a des équipes qui sont plus à l'aise quand ça baisse, et c'est eux qui font des gros, qui avancent. Tu vois, on parlait d'Indiana, on parlait de New York, ils sont beaucoup plus à l'aise avec des petits scores qu'avec des grands scores. Ouais, et justement, c'est intéressant ce que tu dis sur le fait de jouer vite, parce qu'en fait, en plus, ça crée plus de pertes de balles, puisque
bah, des fois, les joueurs ont plus tendance à se précipiter, donc c'est sûr que ça augmente encore plus le nombre de points. Et ce que tu disais aussi sur Shea, le fait que c'est plus, ça revient un peu sur les joueurs extérieurs. Moi, je trouve ça aussi intéressant, le fait que c'est un joueur qui base énormément sur le mid-range, alors qu'on est dans une époque où bah, c'est plus le 3 points qui est à la mode, on va dire. Euh, on a perdu Elia, on va voir Oui. s'il peut revenir après. Mais donc oui, sur cette ère du 3 points, au final, bah, il dénote un petit peu et j'ai l'impression que c'est ça qui fait que ça le rend encore plus unique, non, Yaya? Oui, tout à fait. Après, il y a toujours eu dans les analytics, puisque c'est ça en fait, c'est où on va chercher un. Il y a trois façons de marquer, c'est ou un 3 points, ou un tir près du cercle, ou des lancers francs. Et si tu vas les longs de points, les mid-range, c'est réservé qu'à un voire deux joueurs maximum. Et aujourd'hui, c'est comme c'est les joueurs stars qui sont mis en avant, eux, ils ont le droit. C'est les seuls qui ont le droit dans l'équipe. Les autres, ils attendent sur la ligne derrière la ligne à 3 points ou alors près du panier. Ouais. Elian, tu voulais rajouter quelque chose, toi, sur ce sujet-là? Oui, je voulais dire aussi que, bien sûr, là, en ce moment, bah, voilà, c'est les meneurs, les arrières qui sont un peu mis à l'honneur. Mais quand on regarde, en fait, ça fait que changer en NBA, parce que quand on voit ce qui arrive avec Wemby, Şengün, Holmgren, même Flag, ce sont des joueurs plutôt grands, en fait, de taille. Donc, je pense que ça, c'est aussi à chaque fois une question d'adaptation, parce qu'au final, bah, on est repassé un peu sur le plus petit, bah, du coup, on va rejouer un peu plus grand. Et puis, au fur et à mesure, ça fait que changer en NBA. Même si on regarde les NBA, ça change régulièrement. Les MVP, pardon, ça change régulièrement. Donc voilà, c'est ça aussi que je voulais dire. Et je te rejoins aussi tout à fait sur les pertes de balles. Quand on voit une équipe d'Indiana qui joue très bien ensemble, qui fait beaucoup de passes décisives, elle fait aussi énormément de pertes de balles, parce qu'ils jouent très rapidement en fait. Donc c'est pour ça que je voulais te rejoindre là-dessus. Ouais, c'est intéressant aussi ce que tu dis sur justement les joueurs grands. En fait, puisque au final, même les joueurs extérieurs, bah, comme bah, on a parlé de Shai, mais même Anthony Edwards, Luka Doncic, bah, c'est des joueurs qui sont des joueurs extérieurs, mais finalement qui sont très grands, malgré le fait qu'ils jouent sur les lignes arrière. Yaya, toi, enfin, selon toi, pourquoi est-ce que on passe à des joueurs aussi grands? Est-ce que c'est juste le fait qu'ils sont bah, super talentueux et qu'ils ont un super contrôle de balle qui font que ils sont à ce niveau-là et à ces postes, ou est-ce qu'il y a autre chose? Une des choses les plus recherchées depuis quelques années, c'est l'envergure. Mm. Et plus tu es grand, plus tu as d'envergure. Parce que tu prends plus de place en défense, parce que tu montes plus vite au contre. Tu vois, aujourd'hui, c'est une standardisation qui est recherchée. Donc c'est pour ça qu'il y a ces joueurs. Après, il y a toujours eu des contre-exemples, mais il fallait un vrai avantage comparatif. Et la NBA, ça a toujours été ça. Il faut que tu aies un avantage pour être sur le terrain. Il faut que tu aies quelque chose en plus pour être sur le terrain. C'est-à-dire que même si tu es petit, genre tu fais 1m70, mais si tu es hyper costaud ou hyper rapide, c'est un dragster, tu vas 3 fois plus vite que tout le monde, là tu pourrais être sur le terrain. Il faut que tu apportes quelque chose. Et ce quelque chose de différent peut amener dans le jeu de l'équipe quelque chose de différent qui ne soit pas dans le standard. Donc c'est ultra standardisé, mais il faut un truc différent. Et aussi, si je peux rajouter quelque chose, c'est que les mentalités ont complètement évolué, même chez les jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, par rapport à l'époque, un joueur qui va être grand, petit en U11, U12, on va lui apprendre les mêmes choses qu'un meneur. Donc ça commence à changer, et ça permet en fait d'avoir des prototypes à 17-18 ans qui sont des joueurs super grands, capables de dribbler comme des meneurs, capables de shooter à 3 points, capables de shooter mi-distance. Et on n'est plus sur ah ben, t'es grand quand t'es petit, on te met direct dans ce poste-là, on te met direct, bah, tu vas faire que des moves d'intérieur. Du coup, on Oui. retrouve un peu moins ça et plus des profils un peu capables de tout faire en fait. Donc sur des tailles entre 2 mètres, 2 mètres 6 et capables un peu de tout faire. Et c'est ça qui est super intéressant en fait pour le basket et ça devient des joueurs super complets, je trouve. Oui, mais alors Ouais. attention, attention, hein, ça c'est vraiment le profil français avec le centre fédéral qui développe beaucoup de choses individuelles, de fondamentaux individuels Ok. et collectifs aussi. Tu vois, ça c'est ce que tu dis, je suis assez d'accord avec toi. Le problème, c'est que quand tu arrives dans les catégories au-dessus, tu arrives dans des clubs où
ça veut gagner, on Mm. met la victoire avant le développement des joueurs. C'est clair. Donc, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que quand tu es dans une catégorie, je prends un exemple, moi, U15, région, Mm. mais à quoi ça sert Mm. Non, quand mais je suis tu, mets d'accord. quand tu mets des joueurs par exemple, ou même en U15 ou U18 élite, à part si c'est vraiment très fort, et dans ce cas-là, il n'a rien à y faire, il faut qu'il aille directement en espoir. Mm. Je vois pas l'intérêt, en fait, de ça, de spécifier tout de suite. Carrément. Donc, ça, c'est aussi une spécificité de la formation française. Et après, surtout de l'élite. C'est-à-dire que au Pôle France, vous savez, enfin, ici, on a déjà interviewé quelqu'un qui intervenait sur le Pôle France, qui était entraîneur au Pôle France. Il y a c'est des potentiels qu'on prend. Et après, on va les développer. Mais c'est surtout des potentiels. Et ok, c'est des grands, mais on va les former pour qu'ils sachent faire le maximum de choses. Et après, c'est quand ils seront dans les clubs que là, ça va dépendre de l'entraîneur. Parce qu'après, il y a aussi, plus tard, les faire jouer. Mais c'est encore autre chose. Ouais, mais c'est vrai que c'est vachement intéressant ce que vous dites, autour Ça de ça nous justement arrive, parce que c'est quand même mieux quand c'est nous qui parlions que toi. Mais bon, exactement. C'est d'ailleurs pour ça que je vous invite à faire ces podcasts avec moi. Mais justement sur ces intérieurs ou ces joueurs grands en tout cas, à qui on demande de faire un petit peu tout, mais j'ai l'impression que, bah, forcément Victor Wembanyama, il a encore plus appuyé ça puisque Carrément. dès sa draft, dès, qu'il était en France, il disait: «Non mais moi je veux pas qu'on me mette dans une case de pivot juste parce que je suis grand, Mm. c'est pas mon style de jeu» et cetera. Mais en fait, j'ai l'impression que même Nikola Jokic, bah, sa façon de jouer, en fait, c'est un meneur mais qui joue à l'intérieur. C'est totalement différent. Même Giannis Antetokounmpo, il est super grand, mais au début de sa carrière, Jason Kidd, il a essayé de voir s'il pouvait jouer meneur. On a même Jeremy Sohan, Greg Popovich a essayé de le faire jouer meneur, etc. Mm. Donc c'est sûr que j'ai l'impression que c'est une tendance qui vise à essayer de développer un peu les joueurs un peu on, cher- partout on pour qu'ils cherche soient plus l'avant. polyvalents. En NBA, on cherche toujours l'avantage. Donc, si tu as un grand qui peut dribbler comme un meneur, il va pouvoir sortir et faire sortir son défenseur de la raquette et donc avoir un avantage de vitesse. Ou si tu as un meneur qui est plus costaud, ou tu vois, par exemple, ce que les Sixers avaient essayé de faire avec Ben Simmons, Ben Simmons, ouais, j'allais le dire. avec un meneur à 2,7 m grand. Donc, du coup, tu vas pouvoir poster, tu vas faire des choses comme ça, tu vois. Ouais. Alors, Mm. c'était un échec, mais c'est ça. Donc, Mais même sur les meneurs grands, Magic Johnson, c'était ça aussi un petit peu. c'était 2,5 m, hein, Mm. oui, oui, Ouais, tout c'est à fait. ça. Puis Ben Après, Simmons, ses premières saisons, c'est pas un échec hein, sur la saison rookie, presque un triple-double de moyenne, je crois. Donc, ouais, sauf sur le shoot à 3 points. ouais, c'est ça en fait le problème. Mais c'est parce qu'en fait, le truc, c'est que s'il n'y a pas la révolution Warriors du shoot à 3 points, Mm. est-ce qu'il fait la même carrière? Non. Non. Il fait une Probablement carrière plus pas, que ouais. décente. Mm. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que tu vois, on parlait des U11, tout ça, même du championnat de France, entre guillemets, c'est qu'il ne faut pas oublier que la NBA, c'est l'élite de l'élite. C'est clair. C'est-à-dire que, en fait, tu prends la population mondiale, Ouais, c'est tous des mutants par rapport à. et en fait, il y en a, ils sont, allez, on va dire 500, Mm. parce qu'on prend des contrats qui viennent, Oui, machin. et il y Il a y un en a énorme 500, turnover. Hein. c'est les 500 meilleurs joueurs de basket de la planète sur 7 Mm. milliards. Mm. Ouais. Donc, il faut remettre un peu les trucs dans le contexte. C'est que, voilà, c'est des choses très, 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 très à part. Et aussi, parfois, je vois des trucs, par exemple, sur Giannis Antetokounmpo, ouais, c'est facile, il est physique, il court tout droit, etc. Mais je pense que les gens ne se rendent pas compte de la motricité, du physique que ça demande pour quelqu'un de cette taille. Vous prenez tous les gens de la même taille sur Terre, mais je suis pas sûr qu'il y en ait même un qui sache courir 5 km. Je veux dire, Ouais. c'est des gens, d'habitude, à cette taille-là, ils ont des problèmes de genoux, ils ont des problèmes de dos. Enfin, la capacité physique de faire ça à cette taille, des joueurs NBA Ah en oui. général, hein, je prends Giannis, mais elle est incroyable. Vous voyez Ouais. les gars en Pro B qui font 2,13 m ou en N1, ils courent, mais comme des papis, quoi. Enfin, donc, Non, mais déjà, quand tu vois, je prends un exemple, Raph, qui a 1,90 m, on dirait Bambi. Voilà. non, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Enfin, je veux dire, la capacité physique qu'ils ont, la souplesse qu'ils ont pour aller chercher des ballons et pour courir de cette manière, c'est vraiment impressionnant. C'est Ouais. vraiment impressionnant. C'est clair. Ouais. Même Yanis, il est souvent un peu stigmatisé en run and dunk.
mais sa vision de jeu, elle est aussi un peu sous-cotée. Il a Clairement. presque 7 passes de moyenne sur la saison. Après, C'est il clair. attire Alors, tellement c'est de pas un joueurs. Jokic ou un Doncic, mais Ouais. oui, c'est sûr. Mais, Ah, voilà, et puis, ouais, enfin, no comment. bon, pour terminer, donc, on a aussi de nombreux jeunes très talentueux qui ne se sont pas qualifiés pour ces playoffs, ou alors qui sont sortis tôt cette année. Mais si vous deviez choisir un jeune de moins de 26 ans, donc, qui ne sont plus en playoff actuellement, qui ce serait pour justement succéder à ces légendes? Bah, vas-y. Wemby, hein. Bah, j'allais dire Ouais, pareil, de toute façon. Non, mais tu vois, s'il n'y a pas de blessure, c'est enfin, c'est c'est sûr que c'est inarrêtable, lui qui quoi. semble Non, mais cocher toutes attends, les cases dont on vient d'évoquer. il shoot, il a de la motricité, il défend. Enfin, voilà, c'est. La tête aussi. La tête est pleine, hein. Ouais, Et bien ouais. fait, Ça ouais, fait, c'est ça fait sûr. beaucoup dans une carrière. Ben, je pense que c'est le plus gros truc, tu vois. Mm. Tu vois, lui, sans avoir la grosse tête, il sait que c'est le plus fort. Ouais. Donc, Il a le truc des très grands joueurs, en fait. Il a la mentalité des très grands joueurs de j'ai extrêmement confiance en moi, mais je suis assez humble pour travailler très dur. alors les plus grands joueurs, tu vois, pas forcément, tu vois. L'humilité, c'est pas ce qu'il les a. Oui, mais il y a une forme Tu d'humilité, vois. je trouve, à travailler tous les jours. Ah Tu vois? oui, oui, Ça, mais non, c'est une mais forme d'humilité, même si c'est pas humble au sens propre du terme, ouais. mais le fait de se dire tous les matins, bah, en fait, il faut que je travaille plus que les autres, alors que je suis déjà le meilleur, c'est une forme d'humilité, je trouve. C'est Oui. clair. Ouais. Ah, mais oui, oui, tout à fait, oui, tout à fait. Alors là, par contre, oui, mais tu vois, ça vient de son éducation. Ses parents étaient Mm. sportifs. Mm. Ouais. Tu vois, c'est une des choses pour Victor Wembanyama qu'on apprend parce que les parents étaient sportifs de haut niveau. Tu vois, j'en parle souvent, mais c'est un métier à part. Le sport, c'est un vrai métier. Ça veut dire que c'est quelque chose qui s'apprend. Et on croit trop que parce qu'on fait du sport, que n'importe qui, tu vois, joue le dimanche matin, il connaît le sport. Mais non, mais il y a d'autres choses que le sport. Il y a tout ce qu'il y a autour. Ouais. Et il a su s'entourer parce qu'il a les parents sportifs pour s'entourer. Zachary Rizaché, C'est pareil. son père est une légende de l'Euroleague. Ah bah oui, c'est sûr. Ouais. C'est sûr que lui, dans la famille aussi, il est pas trop mal loti, même avec sa sœur, etc. Ouais. Sa sœur, ouais, c'est- qui oui, tout à fait, qui est une excellente joueuse. Ouais. Et donc, Elian, si tu devais choisir, bon, autre que Wembanyama, mais par exemple, entre un Shai Gilgeous-Alexander, un Anthony Edwards, un Kate Cunningham, je sais pas, Ouais. Alperen Sengun, etc., Mm. qui est-ce que tu choisirais, toi? Bah, Kate Cunningham, parce que je voulais faire un autre joueur que ceux dont on a déjà parlé. C'est vrai que Kate Cunningham, j'en ai parlé en off et j'aime énormément ce joueur. Je trouve on l'a entouré à Détroit, on lui a mis un bon coach et directement, on a vu ce que ça a pu donner. Je pense que l'Est, en plus, va manquer un peu de talent sur les prochaines années, sûrement. Du coup, ça peut changer beaucoup de choses et ça peut le mettre vraiment en avant. Et un autre joueur que j'aime beaucoup aussi, c'est Paulo Banchero. On n'en a pas reparlé, mais le gars est très très fort. Je pense qu'on va être surpris l'année prochaine. Il a été un peu stoppé par une blessure en début d'année, alors qu'il faisait un début de saison, mais tonitruant. Il avait fait un match à 50 points, C'est son côté italien, ça, hein, tu vois, ça se etc. roule par terre. Mais c'est vrai que pour le coup, lui aussi, il est pas mal polyvalent. Hein. Mais il est énorme. Enfin, le mec, physiquement, il est énorme et il est capable quand même de faire beaucoup de choses. Son shoot n'est pas encore fiable à 100%, mais ça m'étonnerait pas qu'il en mette de plus en plus. Et je pense que pour le coup, Orlando tient vraiment un joueur futur All-Star et pas pour qu'une seule fois. Enfin, Ouais. pour plusieurs fois de suite. Ok, Je sais Yaya, pas tu ce que voulais tu en penses, rajouter un truc Banchero. Banchero, moi, c'est un joueur que j'aime bien, mais il a un défaut, il vient de Duke. Et vous connaissez ma théorie sur les joueurs de Duke. Ouais, exactement. Pour ceux qui veulent nous écouter souvent, vous avez tout l'amour que Yaya apporte pour LeBron James, pour Duke, pour Tyrese Haliburton, Ah, mais moi, pour je les l'ai mis dans... Bucks, Ouais, mais tu vois, Bryce, il va pas à Duke, hein, il va à Arizona. Ouais. Arizona ou Arizona State, je crois. Il va Ouais, à Arizona State, je crois, ouais. Lui, il sera bon, lui, le petit, là. Ouais, c'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit. On verra. On verra.
Ouais, Mais ouais, pour les joueurs jeunes, en tout cas, moi j'aime beaucoup Paulo Banchero et Kate Cunningham. Ouais. Donc, voilà. Ok, Hmm. intéressant. Pas de Luka Doncic. Pourtant, il est Ouais. lui aussi Le assez problème, jeune c'est que ça, encore. ça fait, Ouais, c'est tellement vrai. longtemps qu'il est là, quoi. Ouais, je le classe plus dans la même. Je Ouais, le tu vois, classe moi, plus je le pareil, en classe dans fait. la catégorie. Star affirmé, quoi. Ouais, voilà. Tu vois. Euh, Et puis, lui, si on le connaît depuis qu'il a 16 ans, quoi. Oui, Tu vois, c'est et sûr que lui, limite, il est pro depuis. ouais. il est dans le salon depuis. Ça fait 10 ans qu'il est dans le salon, quoi, tu vois. Ah, c'est Ouais. clair. D'où Et la donc, difficulté de faire une très longue carrière quand on commence à 15-16 ans. Enfin, ouais. c'est ouf. Et C'est ouf. tu vois, c'est Ricky Rubio qui avait dit, tu vois, au bout d'un moment, il a fait de la dépression, tu vois. Ouais, il y en avait marre, en fait. Ouais. Enfin, Ouais. je Tu pense vois. que moi, je peux comprendre qu'un joueur, enfin, un être humain, il n'est pas forcément destiné à sacrifier sa vie au plus haut niveau quand on a commencé à 16 ans. Enfin, et je dis commencer à 16 ans au niveau pro, hein, mais sa carrière de basket, elle a commencé à 4 ans, quoi, au mec. Ah bah oui, ouais. Euh, Ouais, donc, Luka, d'ailleurs, son père était joueur aussi, il me Oui. semble. ouais. Ouais, bien Ouais. sûr, ouais. Donc, Il ouais, a lui, baigné il est né là-dedans. avec. Hein. Mais là, j'ai entendu dire, il y a des sources qui disent que Luka Doncic prépare un été de folie J'ai vu aussi. et que ça pourrait être sa meilleure saison l'année prochaine. Bah, après, Et il est tombé sur un magnum de champagne. Bon, bah non, mais voilà. Bon. après, moi, je trouve que ces infos-là, c'est comme chaque Bah année, on oui. voit Rudy Gobert enchaîner les 3 points, Ben Non, mais Simmons bien sûr, pareil, bien sûr, bien sûr. Mais j'avais envie de le dire. Zion dire il est en forme cette année, ça va Grave. changer, etc. Donc, Ouais, et Raph va aller courir pour être prêt pour la saison. Ouais, on connaît, tu vois. Mais j'ai envie d'y croire en fait là. J'ai envie d'y croire à cette ah info. ben, non, Non, mais mais c'est sûr que. Par contre, pour le coup, Orvan, très certainement, ce qui lui est arrivé cette année, bah, ça a vachement dû le marquer quand même. Mm. C'est un joueur qui, si se serait jamais imaginé, je pense, être transféré contre son gré, qui se voyait peut-être un peu trop beau, mais pour le coup, bah, vu ses qualités, c'est un petit peu compréhensible aussi. Mais donc là, je pense que si jamais il prend ce trade-là de la bonne façon et qu'il se dit, bah, c'est peut-être que j'ai aussi des choses à travailler, qui se remet en question, bah, c'est sûr que là, pour le coup, attention l'année prochaine, quoi. Et pour le coup, Yaya, il peut critiquer tant qu'il veut LeBron James, mais en termes de De mentor pour l'équipe modèle, de ouais, travail, exactement. je sais pas je sais pas s'il y a beaucoup mieux dans la ligue. ah, mais complètement, Mmh. complètement. Bon. Mais sauf le mardi. Taco Tuesday. Ben voilà. Taco Tuesday. Voilà. C'est le seul jour où il faut pas aller manger chez Ouais. Librano. Bon, messieurs, on en a terminé donc avec ce podcast. C'était vraiment super intéressant. J'espère aussi que ça vous a plu d'avoir un petit peu un thème qui changeait hors actu un petit peu, même si c'était en lien avec les playoffs qu'on vit actuellement. Mais j'ai trouvé ça très intéressant en tout cas de vous écouter, d'écouter vos avis, etc. N'hésitez pas à nous noter aussi, vous qui nous écoutez, à nous mettre 5 étoiles. étoiles. C'est important comme Yaya le dit très bien. Bonne journée à tous.